Un nuage assombrit le ciel. La menace nucléaire plane sur l'avenir de l'humanité. À mi-parcours du XXe siècle, deux superpuissances se préparent à un conflit qui peut anéantir toute vie sur Terre. Les fleurs du printemps, la douce lumière du jour, les plaisirs de la vie. Mais dans le sous-sol de cet hôtel américain, il y a une porte secrète. Elle mène à un univers souterrain. C'était l'abri réservé aux membres du Congrès des États-Unis dans l'éventualité d'une guerre nucléaire. Ici, les hommes politiques allaient représenter les morts et les mourants d'en haut. Une poignée d'humains y trouverait tout ce qu'il faut pour survivre à l'hiver nucléaire. Mais les nerfs pouvaient flancher, et il faudrait alors maintenir l'ordre par la force. Le monde perdu, au-dessus de l'abri, ne serait plus qu'un souvenir, un mythe. Les vivants finiraient par envier les morts. Berlin, 1945. Les troupes soviétiques ont envahi la capitale du Reich hitlérien. Les soldats américains, britanniques et français les rejoignent bientôt dans la ville en ruine. Churchill, Staline et Truman sont les vainqueurs officiels de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour Staline, ce triomphe est bien particulier. Le pouvoir russe vient de pénétrer au centre de l'Europe. À Potsdam, près de Berlin, les trois grands se rencontrent pour décider de l'ordre mondial de l'après-guerre. Winston Churchill représente une Grande-Bretagne épuisée par la guerre. Et Joseph Staline, le chef suprême de l'Union soviétique, fait face à Harry Truman, le 33e président des États-Unis d'Amérique. 3 mois après la mort du président Franklin Roosevelt, Harry Truman, un ancien fabricant de chemises, est parti pour Potsdam. C'est sa première conférence outre-mer comme chef d'État. Le président Truman n'était pas préparé à assumer la présidence, car il n'était pas renseigné sur tous les événements en cours. Mais en tant que sénateur depuis 10 ans, et à titre de président d'un des plus importants comités du temps de guerre au Congrès, il était très conscient des principaux problèmes qui attendaient le président. Staline est arrivé avec 1 jour de retard à la conférence. Il avait subi une sorte de malaise cardiaque. Il a salué Churchill et Truman et s'est aussitôt excusé de son retard.
L'Union soviétique est dévastée par la guerre. Mais Staline demeure un personnage extraordinaire. Je suis allé vers lui et je lui ai dit « Maréchal, cela doit être une grande satisfaction pour vous d'être ici à Berlin, après toutes ces épreuves et la tragédie que vous avez vécue. » Il m'a regardé et a répondu « Le tsar Alexandre était là à Paris, lui. » Staline veut-il se rendre jusqu'à l'Atlantique? Lénine, son prédécesseur, espérait que la révolution russe allait mener à la révolution communiste mondiale. C'est dans ce contexte, après la guerre 14-18, dans le choc des idéologies communistes et capitalistes, que la guerre froide est née. En 1919, le président Woodrow Wilson s'embarque pour la conférence européenne de la paix avec sa recette pour un monde meilleur. La sécurité pour les petits pays, une sécurité propice à la poursuite des affaires. Mais son plan de paix exclut la Russie bolchevique. Plusieurs pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont envoyé des troupes pour combattre la révolution russe. Churchill, tout juste après la victoire sur l'Allemagne, s'écrie « Tuez les bolcheviks, embrassez les Huns, les Allemands ». L'intervention convainc Lénine et Staline que l'Occident est disposé à s'allier à n'importe qui afin de détruire le communisme. En Russie, la famine succède à la guerre civile. Les bolcheviks victorieux se coupent du monde extérieur pour bâtir leur propre économie. L'Amérique se replie sur elle-même, elle aussi. La population veut la belle vie et plus aucune intervention à l'étranger. Mais en 1929, Wall Street s'effondre. C'est le début de la crise économique. Soudain, partout dans le pays le plus riche du monde, des millions de gens se retrouvent sans ressources. La politique américaine effectue un virage à gauche. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear. Roosevelt propose un redressement économique, son New Deal. Il va gérer le capitalisme dans l'intérêt public. Et il opère une volte-face politique en reconnaissant l'Union soviétique. Il faut se rappeler que pendant quelques 16 ans, il n'y avait aucune relation entre les deux gouvernements. Et c'est Roosevelt qui a décidé de briser la glace. La croissance industrielle commandée par Staline attire bientôt les experts américains. Certains amènent leur famille. Les Soviétiques fournissent les bras pour construire des barrages et des hauts fourneaux. Les entreprises américaines, elles, fournissent des ingénieurs qualifiés. L'idéologie communiste ne les inquiète pas. Contrairement aux Russes, ils sont libres de partir une fois le travail terminé. Staline est le maître du plan économique, un tyran qui ne tolère ni l'échec, ni la critique. La propriété privée a été abolie et les champs sont exploités en collectivité. Le coût de la collectivisation se traduit par le meurtre de millions de paysans et la réapparition de la famine. Mais la vérité est gardée secrète. Les gens ne connaissaient rien de ces atrocités. Staline s'arrogeait le crédit de toutes les réussites. Ceux qui étaient au courant se taisaient. Ils savaient que s'ils parlaient, ils seraient emprisonnés et fusillés. C'était un régime de terreur. Le pays vit à l'ère du socialisme.
En 10 ans, l'industrie lourde double sa production. Staline croyait que pour obtenir l'appui de la population pour ce qu'il voulait faire, et il s'agissait de politiques très rigoureuses, il devait convaincre la majorité du peuple, le petit peuple et les membres du parti, que la Russie était la cible d'une conspiration des grandes puissances capitalistes afin de renverser le gouvernement soviétique par l'espionnage. Les vieux camarades de Lénine avouent des crimes qu'ils n'ont pas commis. Je pouvais les voir, le visage blême, les lèvres frémissantes, le regard perdu. C'était le visage d'homme qu'on avait sinon torturé, au moins terrorisé de diverses manières, et souvent par la menace de s'en prendre à leur famille s'ils ne passaient pas aux aveux. Les procès de Moscou font perdre quelques illusions aux pays étrangers. L'Union soviétique de Staline y apparaît comme un État policier et non comme le paradis des prolétaires. Mais même aux États-Unis, des milliers de personnes continuent de croire à l'idéal communiste. Dans les années 30, Moscou propose la création d'un front populaire de la gauche pour combattre Hitler et le fascisme. Within the shadow of the giant skyscrapers, the red cohorts of communism gather at historic Madison Square. Le combat contre la montée du fascisme devient la grande cause qui mobilise socialistes et communistes. Les critiques à propos de Staline passent au second plan. En Espagne, des volontaires de partout dans le monde se rassemblent pour combattre la rébellion fasciste lancée par Franco. Franco est armé par Mussolini et Hitler. En Allemagne, les nazis sont en plein réarmement. Hitler ne cache pas son ambition de dominer l'Europe, puis le monde. Ein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Le premier ministre de Grande-Bretagne, Neville Chamberlain, est confiant de ramener Hitler à la raison. When I was a little boy, I used to repeat, if at first you don't succeed, try, try, try again. En septembre 1938, Chamberlain s'envole pour Munich. La guerre semble imminente. L'Allemagne s'apprête à envahir la Tchécoslovaquie. Mais Chamberlain est déterminé à calmer Hitler. À Munich, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie permettent à Hitler d'arracher à la Tchécoslovaquie la région des Sudètes, où vit une minorité allemande. Les alliés de la Tchécoslovaquie l'ont laissé tomber. À Moscou, Staline tire les leçons de Munich. Il en conclut que les démocraties occidentales ne vont jamais contrecarrer Hitler. Staline élabore une stratégie diplomatique désespérée. Les ennemis irréductibles, fascistes et communistes, sont sur le point de s'allier. Hitler envoie son ministre des Affaires étrangères, Ribbentrop, à Moscou. Le pacte germano-soviétique est signé par Molotov, le ministre des Affaires étrangères soviétique. L'Occident est atterré. Après la signature du pacte, j'ai entendu ceci de la bouche de Staline, car il était souvent chez nous. Il a dit « Nous devons gagner du temps, 2 ans au moins.
Alors seulement l'Union soviétique sera en mesure de se défendre contre l'Allemagne. Septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. La Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'agresseur, mais il est trop tard pour la Pologne. Vaincue, la Pologne est rayée de la carte. L'Allemagne et la Russie ont conspiré contre elle. En Pologne orientale, les occupants communistes sont dirigés par Nikita Khrouchtchev. Ils occupent des provinces jadis administrées par les tsars. Le pacte germano-soviétique permet à Staline d'occuper la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Les pays baltes sont nouveaux sous la domination russe. Staline a déjà indigné le monde en envahissant la Finlande. The Soviet Union is run by a dictatorship as absolute as any other dictatorship in the world. It has allied itself with another dictatorship, and it has invaded a neighbor so infinitesimally small that it could do no conceivable, possible harm to the Soviet Union. En 1940, Hitler frappe à l'ouest. En juillet 1941, la France, la Belgique, la Hollande, la Norvège, le Danemark, la Yougoslavie et la Grèce s'ajoutent à la liste de ses conquêtes. Seule la Grande-Bretagne de Churchill tient le coup. Le 22 juin 1941, Hitler envahit l'Union soviétique. Ce jour-là va changer le cours de l'histoire. Hitler veut s'emparer d'une large colonie pour l'Allemagne. Au lieu de cela, ce geste va permettre au pouvoir russe d'atteindre le cœur de l'Europe à peine 4 ans plus tard. Les tanks nazis passent à l'attaque, la guerre froide commence à se profiler. L'armée rouge doit battre en retraite. Ma mère disait « Va avec les soldats ». Les soldats retraitaient, blessés, couverts de sang. Je n'avais que mon manteau et mes chaussures, c'est tout. Les citoyens soviétiques se rassemblent. À l'étranger, l'Union soviétique se fait des amis inattendus. Malgré son ressentiment envers l'Union soviétique, Churchill accueille aussitôt la Russie de Staline en tant qu'allié. Mais il avait déjà dit à ses amis, bien sûr, qu'il accueillerait le diable s'il s'offrait de l'aider à vaincre Hitler. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Les États-Unis déclarent la guerre au Japon. Quelques jours plus tard, l'armée allemande est aux portes de Moscou. Hitler s'empresse de déclarer la guerre aux États-Unis, faisant des Russes et des Américains des alliés. La poussée allemande sur Moscou est stoppée. Staline s'adresse à la nation. И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных, имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народом СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Staline voit déjà au-delà de la victoire. Il dit aux Britanniques que les frontières soviétiques de l'après-guerre
doivent inclure les pays baltes et une partie de la Pologne. Quand je suis allé à Moscou avec Anthony Eden en décembre 1941, alors que les Allemands n'étaient qu'à 19 km de nous, la première chose que Staline a dite à cette rencontre a été « Monsieur Eden, je veux que vous m'assuriez qu'à la fin de la guerre, vous appuierez mes revendications légitimes sur toutes ces régions que vous voyez. » Eden, abasourdi, a répondu « Mais ne devrions-nous pas d'abord penser à remporter la victoire ?»« Non, non, » a répliqué Staline, « je veux que tout cela soit clair dès le départ. » Eden lui a dit qu'il n'avait aucune autorité pour discuter de la façon dont la guerre allait se terminer. L'aide américaine à la Russie comprend essentiellement des canons et des camions. Mais Staline et son peuple exigent davantage, un second front, un débarquement allié en Europe de l'Ouest pour apaiser la souffrance des Soviétiques. J'ai vu les atrocités, j'ai entendu les bruits de la guerre. Même si cela fait 50 ans, je peux encore entendre les bruits de la guerre, les obus, les bombardements, les cris des gens, les pleurs des femmes. Pendant 6 mois, la bataille fait rage à Stalingrad. Hitler envoie 1,5 million d'hommes. Les Allemands sont pris au piège et doivent se rendre. Le cours de la guerre est en train de changer. Les nazis tentent de diviser les pays de l'Alliance contre eux. À Katyn, dans l'ouest de la Russie, ils déterrent les cadavres de plus de 4000 officiers polonais. L'Allemagne annonce, ce que l'histoire va confirmer, que les officiers ont été assassinés par les troupes soviétiques en 1940. La Grande-Bretagne et l'Amérique préfèrent ignorer les méthodes de Staline. En 1943, leur alliance toujours intacte, les trois grands se préparent à leur rencontre à Téhéran, en Perse. J'ai été convoqué à Téhéran pour les aider à préparer la conférence. Monsieur Roosevelt devait arriver. Nous avions un nom de code pour ça. Et j'ai donc appelé l'aérodrome et je suis tombé sur l'amiral Leahy. Je lui ai demandé « Est-ce que vous venez ?» Et il a répondu « Non, nous ne venons pas. Nous allons à la mission américaine. » Lorsque j'ai dit ça à Molotov, j'ai cru qu'il allait me griller vive. Il a dit « Quoi ?» Et il s'est mis à m'insulter de toutes les façons imaginables. Il a dit « Qu'est-ce que vous faites au juste ici? Comment êtes-vous entré? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que je vais dire à Staline? » Staline persuade Roosevelt qu'il sera plus en sécurité s'il loge à l'ambassade soviétique. L'ambassade a été spécialement préparée pour sa visite. Elle est branchée sur table d'écoute. Staline m'a dit que la tâche qu'il confiait à notre groupe, et surtout à moi, n'était pas très élégante sur le plan éthique, mais que la situation était si critique pour l'URSS et qu'il devait savoir ce que pensaient nos alliés. Staline était très habile dans ses négociations avec Roosevelt et Churchill. Même Churchill commença à l'apprécier, vous savez, et parlait de l'oncle Joe, ce qui est un terme plutôt affectueux. Ils croyaient tous les deux que si on le traitait bien, ils disaient, en fait, si on traite oncle Joe comme un membre de notre club, peut-être qu'un jour il va se comporter comme un membre de notre club. Tous les jours, à 8 heures du matin, je devais aller voir Staline. J'y allais avec toutes les transcriptions en russe et en anglais. Pendant environ 1 heure, Staline examinait attentivement toutes les conversations de Roosevelt. Je ne crois pas que Roosevelt ait pu saisir l'ampleur de la méchanceté et de l'intelligence stratégique de Staline. Il n'avait jamais rencontré un tel être. Staline était un excellent acteur,
calme, affable, raisonnable. Après l'avoir rencontré, tous repartaient en se disant qu'il était un grand dirigeant. Les Alliés s'entendent pour que l'Europe de l'Est de l'après-guerre soit une zone d'influence soviétique. Staline va annexer la Pologne orientale. En retour, les Polonais vont obtenir une partie de l'Allemagne de l'Est. La Pologne n'a pas le choix. Les trois grands dressent ensemble la carte de demain. Le jour J, le 6 juin 1944, le plus grand débarquement de l'histoire a lieu en France. C'est le deuxième front que Staline attendait. Sur le front Est, les armées russes poursuivent leur avance. C'est la route qu'empruntent les nazis pour quitter la Russie. En dynamitant toutes les voies ferrées sur leur passage, la propagande nazie parle évidemment d'une savante retraite. Le drapeau soviétique flotte triomphalement sur Sarny, Tarnopol, Odessa, à mesure que les victoires russes s'accumulent vers l'ouest, vers l'Allemagne. Au moment où l'armée rouge approche de Varsovie, la résistance polonaise reprend la ville aux Allemands. Les Polonais espèrent se libérer eux-mêmes et affronter Staline dans une Pologne indépendante. L'armée polonaise s'est levée pour prendre Varsovie après le départ des Allemands et avant l'arrivée des Russes. Et les Russes les avaient encouragés à le faire. Et alors l'armée russe s'est arrêtée sur la Vistule. Staline affirme que ses armées doivent s'arrêter à l'extérieur de Varsovie afin de se regrouper. Les Allemands contre-attaquent. Les combattants de la libération de la Pologne ont été abandonnés par les Russes qui étaient postés de l'autre côté de la rivière et qui auraient facilement pu les aider. Je me suis dit pour diverses raisons que c'est à ce moment que la politique américaine aurait dû changer. Les Polonais résistent seuls aux Allemands pendant 63 jours. Lorsque la résistance s'effondre dans un bain de sang et que Varsovie est détruite, la Pologne blâme l'Union soviétique. La Pologne désormais occupée par les Soviétiques, Churchill et Staline spéculent sur le partage du pouvoir à Moscou. Un soir, Churchill esquisse une formule sur le partage de l'Europe. La Roumanie, influence soviétique à 90%. La Grèce, à 90% britannique et américaine. Yougoslavie et Hongrie, moitié-moitié. La Bulgarie, 75% russe. Staline l'approuve par câble. Churchill se demande si la note doit être détruite. Staline lui dit non, gardez-la. Yalta, en Crimée. Churchill voulait que la prochaine rencontre des trois grands se déroule à l'ouest, mais Staline insiste pour qu'elle ait lieu en Union soviétique. Staline voulait leur plaire. Et je peux vous dire à quel point les gens ont travaillé fort au milieu de toute cette dévastation. Ils ont apporté de la verrerie de cristal, des serviettes blanches, des nappes et des meubles. Et une fois même, M. Churchill a demandé « J'aimerais avoir un citron avec mon gin tonic ». Le lendemain, ils ont trouvé un citronnier. Le voyage est un supplice pour Roosevelt qui est malade. Sa polio et le poids de la guerre l'ont affaibli. Dans l'ancien palais du Tsar, les dirigeants ont un ordre du jour chargé. Ils doivent décider comment gouverner l'Allemagne vaincue. Et ils veulent régler la question de la Pologne. Staline savait que la guerre était gagnée. Après tout, les Russes n'étaient alors qu'à une 60aine de kilomètres de Berlin. Ils étaient sur le point de prendre Budapest. Ils avaient envahi une partie de l'Europe de l'Est, mais pas toute. Staline était un négociateur très rusé.
Il ne vous regardait pas dans les yeux. Il fumait, et c'était un grand fumeur. Et pendant qu'il fumait, on pensait qu'il n'écoutait pas. Puis, tout d'un coup, il levait la main et disait « Ah !» Roosevelt a commis une erreur terrible en tentant de s'attirer les faveurs de Staline, en soulignant les divisions entre Churchill et lui. Il a donc prouvé à Staline qu'il existait de véritables divisions, de même que des divisions imaginaires. Pour nous, bien sûr, le sujet principal était l'avenir de l'Europe de l'Est, et surtout de la Pologne. Et à ce chapitre, il était clair que Staline allait obtenir ce qu'il voulait, puisque l'Armée rouge occupait toute la région, y compris la Pologne. Ils avaient déjà traversé la Pologne pour entrer en Allemagne, lorsque nous étions à Yalta. Désormais, les Balkans et la majeure partie de la Pologne sont entre les mains des Soviétiques. Il en va de même de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie. Ce sont des faits d'armes auxquels la diplomatie ne peut rien changer. À Yalta, on nous a remis 2 documents diplomatiques qui, sur papier, étaient parfaitement satisfaisants. La Pologne allait être dirigée par un gouvernement de coalition en Pologne qui allait inclure des Occidentaux, et il y aurait des élections libres. Puis il y avait la déclaration de l'Europe libérée qui devait être reconstruite sur des bases démocratiques avec des élections libres et ainsi de suite. C'est la terminologie que les Russes ont utilisée, bien sûr, mais ils l'ont interprétée bien différemment. Staline promet que les élections polonaises seront libres et justes. Les autres, que la négociation a épuisées, le croient sur parole. L'Allemagne sera gouvernée conjointement par les vainqueurs alliés. Et Staline promet secrètement de se joindre à la guerre contre le Japon. Churchill se montre confiant. We have all bound ourselves to work together to make sure that there is increasing happiness and prosperity for the broad masses of the people in every land, no longer subject to the hard strains of war. There is the prospect which has now opened before us. Tandis qu'on inhume le président Roosevelt, on livre les dernières batailles en Europe. Les troupes américaines s'emparent des villes allemandes sans rencontrer de résistance. À mesure que les Alliés avancent, ils découvrent l'horreur des crimes allemands. Les Juifs ont constitué une cible particulière pour les nazis. Mais chaque pays pleure d'énormes pertes. La crainte d'une renaissance allemande va assombrir les premières années de paix. Les troupes soviétiques et américaines finissent par se rencontrer en Allemagne. Un jour, le lieutenant nous a dit qu'il voulait constituer une patrouille afin de voir si on pouvait trouver quelques Russes. Eh bien, aucun de nous ne tenait vraiment à partir en patrouille, parce qu'on savait que la fin de la guerre était imminente et on ignorait ce qu'on allait trouver. Vous savez, on s'était rendu jusque-là, pourquoi risquer encore sa vie? Nous avancions sans rencontrer de résistance, et tout le monde retraitait et se rendait. Je suppose que nous avons été chanceux. On a atteint l'Elbe et on a aperçu les Russes sur l'autre rive. J'ai dit à mon ami, tu restes là et moi ici. On a attendu qu'ils traversent. On pouvait voir leur visage. Ils ressemblaient à des gens ordinaires. On avait imaginé quelque chose de différent. Eh bien, c'était des Américains.
On ne savait pas à quoi s'attendre des Russes. Mais lorsqu'on les a regardés, si on leur avait enfilé un uniforme américain, ils auraient pu passer pour des Américains. А когда встретились, как мы целовались с ними. Не знали, кого целуем. Nous ne savions pas qui on embrassait. On embrassait tout le monde. Всех подряд целовали. 2 jours plus tard, les ciné-caméras sont prêtes. Le moment mémorable, la rencontre de simples soldats russes et américains est rejouée de manière spectaculaire et avec une distribution plus importante. Les Alliés se mettent d'accord, la prise de Berlin est laissée aux Russes. Avril 1945. L'armée rouge lance sa dernière offensive sur Berlin. La guerre a coûté 27 millions de morts à l'Union soviétique, près de 40 fois les pertes américaines et britanniques réunies. Le drapeau rouge qui va flotter sur le Reichstag est bricolé de toutes pièces. Nous avons utilisé des nappes. Un soir, j'ai aidé mon ami, un tailleur juif, à les coudre pour en faire 3 drapeaux. Nous les avons apportés à Berlin. J'ai trouvé 3 soldats et nous avons grimpé. La première photo que j'ai prise est celle du drapeau que j'avais apporté de Moscou, le drapeau soviétique qui flottait sur Berlin. Au moment où le Reich d'Hitler s'écroule, des centaines de gens se réunissent à San Francisco pour créer l'Organisation des Nations Unies. La délégation soviétique est conduite par l'homme qui a signé le pacte entre les nazis et les soviétiques, Molotov. Molotov était très nerveux, car il sentait que la guerre allait prendre fin et que la victoire était à portée de main. Et puis, il se retrouvait en Amérique. Voilà pourquoi il télégraphiait tous les jours à Staline « Quand puis-je rentrer ?» Pendant que les pourparlers se poursuivent à San Francisco, on annonce la reddition de l'Allemagne. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. À la fin des hostilités, le front soviétique a coupé l'Europe en 2, de la Baltique à l'Adriatique. Dans le Pacifique, la guerre s'éternise. Les Marines américains viennent d'envahir Iwo Jima. C'est un aperçu des difficultés et des pertes sanglantes d'une invasion du Japon. Potsdam, en Allemagne conquise, site du 3e sommet des Alliés. À Washington, l'attitude envers l'Union soviétique a commencé à changer bien avant Potsdam. On perçoit déjà les signes avant-coureurs d'une tempête. Truman a déclaré officiellement, et sur un ton assez sec, que la déclaration de l'Europe adoptée à Yalta n'était pas respectée dans certains pays. Certains gouvernements qui sont formés ne seront pas reconnus par les États-Unis. Je dirais que la conférence de Potsdam a été celle de la mauvaise humeur, car sauf lors des cérémonies, c'est vraiment la mauvaise humeur qui régnait. Les Alliés ne peuvent facilement s'entendre sur un traité de paix ni sur la façon d'appliquer les accords de Yalta. Staline confirme que ses troupes sont prêtes pour la guerre contre le Japon. Mais le jour avant l'ouverture de la conférence, l'Amérique teste avec succès une bombe atomique.
Le président Truman, après avoir consulté les Britanniques et ses propres conseillers militaires, a décidé qu'il dirait à Staline qu'il avait une nouvelle arme puissante, sans mentionner qu'il s'agissait d'une arme nucléaire. Truman a répété ce qu'il a dit au sujet de la nouvelle arme. Il a cru que Staline n'avait pas entendu ou qu'il n'avait pas compris. Staline a dit « D'accord, merci pour l'information ». On s'interrogeait dans le camp américain à savoir si Staline avait vraiment compris ce que disait Truman. Comme nous le savons maintenant, ils connaissaient tout du projet Manhattan par leurs espions et leurs propres agents. La conférence est toujours en cours. Voilà qu'on apprend de Londres que Clement Attlee est élu Premier ministre de Grande-Bretagne. J'avais l'impression que ce qui réjouissait le plus Molotov et Staline n'était pas l'explosion de la bombe, mais le fait que Churchill n'avait pas été réélu en Angleterre. On prend une autre photo parce que le monde doit voir que les Alliés sont toujours unis. Le 2 août, la conférence prend fin et les chefs d'État rentrent chez eux. 4 jours plus tard, l'Amérique lâche une bombe atomique sur la ville et la population d'Hiroshima. Trois jours après, une autre détruit Nagasaki. Bientôt, la race humaine pourra s'anéantir elle-même en un seul jour. À chaque crise à venir durant la guerre froide, allait toujours planer la menace nucléaire.